Bonsoir ou bonjour tout le monde. Je propose de commencer notre table de la quatrième soirée du colloque francophone de l'actuariat. Tout d'abord, je vous souhaite la bienvenue à cette table qui est co-animée par l'Association marocaine des actuaires. Un petit mot sur notre association. L'Association marocaine des actuaires, créée en 1998, ça veut dire que l'année prochaine, on va fêter les 25 ans. L'association comprend à peu près 120 à 130 actuaires inscrits, mais beaucoup plus parmi les anciens actuaires travaillant au Maroc ou à l'étranger. Et l'année prochaine, cette année, coïncide avec un lancement d'une très belle formation dédiée à l'actuariat en association de l'AMA avec l'Université Mohamed VI, Institut Polytechnique, et l'Africa Business School. Donc, il y aura une nouvelle formation formant des actuaires bientôt lancée avec l'Africa Business School. Voilà, je vous propose pour démarrer un petit tour de table des différents participants pour une présentation. Marie-Catherine, si tu veux bien. On ne t'entend pas. Hop, voilà, comme ça c'est mieux. Ouais. Bonjour, donc je suis Marie-Catherine Sarodi, je suis vice-présidente de la commission IARD de l'Institut des actuaires français. Donc on a plusieurs groupes de travail sur des sujets tels que le risque climatique, l'assurance cyber, etc. Des choses comme ça, le provisionnement, enfin des choses aussi très, très actuarielles. Et puis, je travaille actuellement dans la filiale d'assurance auto et habitation de la BNP. Et auparavant, j'ai travaillé dans plusieurs compagnies d'assurance et dans des cabinets de conseil en actuariat, et donc sur la tarification automobile depuis de très longues années, y compris dans d'autres pays que la France, donc y compris notamment au Maroc et puis en Pologne et en Belgique. Voilà. Très bien, et je pense que ton expérience va nous être utile pour cette soirée. David? Ah non, je ne doute pas. David? Bonne soirée tout le monde, David Maman. Je suis associé chez RSM Canada. Je suis le dirigeant en fait en Amérique du Nord du cabinet de conseil d'RSM en actuariat d'assurance générale. J'ai passé pas mal la plupart de ma carrière en industrie, souvent chez les assureurs canadiennes, dont TD Assurance, mais très présent en Amérique du Nord, essentiellement comme conseiller à des grandes entreprises, surtout ceux qui sont concentrés en assurance automobile. Je suis basé à Montréal et je suis ravi d'être avec vous ce soir. Très bien. André? Merci Mohamed. Bonsoir à tous. Alors, donc, c'est Landry Yoboa Angwa. Je suis présentement installé en Côte d'Ivoire, professionnellement en tant que directeur actuariat à Sanlam Assurance. Et je suis responsable du master d'actuariat à l'NCA d'Abidjan, qui est fait en partenariat avec l'ISFA de Lyon. J'ai fait la première partie de ma carrière sur la place parisienne en compagnie, en cabinet de conseil. Et puis, depuis un peu plus de 6 ans, je suis désormais installé en Côte d'Ivoire, principalement dans des compagnies d'assurance non-vie. Très bien. Je ne me suis pas présenté, j'ai présenté notre association. Donc, je me présente, Mohamed Belbaraka, actuaire de formation. Je suis dans l'actuariat depuis quasiment 30 ans, commencé en 89. Voilà. Depuis, je suis passé par pas mal de sociétés en France et au Maroc. Parmi mes expériences, celles que je vais vous partager ce soir, quand j'étais à la direction technique centrale d'un grand groupe mondial en assurance, et j'avais en charge notamment la création d'une direction de souscription des risques de masse dont la mission était de proposer des standards et des normes aux différentes filiales de ce groupe, qui commence par un A, notamment en souscription, en tarification et en surveillance de portefeuille sur l'auto, la MRH et la MRP. Donc, je propose de démarrer par une petite présentation formelle
qui va vous tracer un peu le cadre de ce qu'on veut discuter ce soir. Et comme je vous ai dit, c'est un peu en vrac, mais l'idée, c'est de poser toutes les problématiques sur la table. Et libre à vous de nous poser toutes les questions que vous voulez savoir, et on est là pour y répondre. Donc la thématique choisie pour notre soirée, c'est l'évolution de la tarification de l'assurance automobile. On peut rajouter des origines jusqu'aux véhicules connectés, voire les véhicules autonomes, car c'est quand même un bon chemin. Le contexte, l'assurance automobile, c'est l'assurance de choses et de responsabilités la plus répandue dans le monde. Elle est quasi obligatoire dans tous les pays. Elle est encore vue comme une taxe ou un laissez-passer face à la police, dans une majorité de pays malheureusement. Le tarif automobile est encore très réglementé dans certains pays, libre, sous surveillance dans d'autres, et c'est à peu près la jungle dans quelques grands pays, voire dans le reste du monde. Le nombre de variables tarifaires varie entre 2 ou 3 dans certains pays, à plus de 100 dans d'autres. Le tarif avec une base annuelle dans une majorité, c'est vrai que ça c'est un point. Dans une majorité, le tarif est encore sur une base annuelle, mais avec certaines tentatives de le mettre sur ce qu'on appelle de la tarification à l'usage au kilomètre. Jusque-là, c'est quelques startups qui se sont mis, et on va voir. Qu'est-ce qu'on peut imaginer comme axe d'évolution? Je vous dis vraiment, ça c'est issu de mon expérience, donc ce n'est pas un travail académique. Donc ce n'est pas une liste exhaustive. Donc vous pouvez trouver plusieurs axes dans lesquels la tarification peut évoluer. La première que je vois, c'est une évolution dans la complexité de l'approche technique. Donc de plus en plus de variables, des variables discrètes, voire des variables vers des variables dynamiques, notamment je pense à l'âge, je pense à autre chose. Des modèles, dans la plupart des cas, basés sur la GLM. C'est un modèle linéaire généralisé. Un modèle linéaire généralisé, on commence par un simple effet, puis on va compliquer les choses avec un double effet, voire on croise un peu les variables, toujours dans un sens de plus de complexité. L'importance d'un modèle GLM, c'est d'abord quelles sont les variables explicatives, quelles sont les variables liées au risque. Et là, on voit quasiment dans tous les pays, on se pose des questions sur comment approcher, par exemple, le risque lié au véhicule. Est-ce que vous avez des véhiculiers dans vos pays? Quel est le niveau de complexité de la classification des véhicules chez vous? On peut voir des pays où on a une classification encore sur les chevaux fiscaux, d'autres, c'est que la puissance digne, d'autres ont un système plus complexe, comme en France, par exemple. Comment approcher et tenir compte d'un risque lié à la zone? On a des pays où on continue à faire un découpage administratif, c'est le chef-lieu de département, donc voire 3 niveaux, urbain, semi-urbain, rural. Et par contre, il y a d'autres pays où c'est d'une certaine complexité. On commence même à parler de space modeling dans d'autres, notamment au UK et autres. Après, comment approcher le risque lié au conducteur? Ça, c'est très important aussi. Comment approcher et tenir compte des risques liés à l'expérience passée, à l'historique des sinistres? Ça, c'est toute la problématique des bonus-malus. Donc, si vous avez des questions, on peut échanger sur ce point-là ce soir autour de la table. Juste très rapidement, une vision que j'avais faite dans le temps sur l'importance des variables tarifaires qu'on trouve sur les marchés. Par exemple, les véhicules, le nombre d'étoiles, c'est l'importance donnée par le pays. Donc, vous avez un comparatif, la France, la Belgique, l'Italie, la Grande-Bretagne, l'Allemagne et l'Espagne. Donc, quasiment toutes, c'était un système avancé de classification de véhicules, la recherche de conducteur principal, l'usage du véhicule qu'on va voir, qui est généralement approché très simplement, mais avec les véhicules connectés, on peut l'approcher de manière encore plus importante. Le comportement au volant, mais je pense qu'avec la connectivité, on peut approcher cette notion de comportement au volant, le style de vie, qui était en Allemagne et en Grande-Bretagne. Et juste à titre indicatif, quand on parle de l'assurance auto, il y a bien sûr l'assurance RC qui est obligatoire partout, dont 100% de gens sont assurés en RC, mais il y a les garanties complémentaires. Et ici, je vous ai donné un comparatif du poids des garanties complémentaires dans l'assurance auto. Vous voyez dans des pays comme l'Italie ou la Grande-Bretagne,
c'est quasiment plus de 80%, suivi de l'Espagne et l'Allemagne, Belgique. La France, on est, je pense que ça c'est un chiffre qui date, mais on doit être à 55 ou à 60% d'équipement. Très rapidement, je continue. Un actuaire, quand il fait de la tarification, il y a deux niveaux. D'abord, il ne faut pas qu'on oublie la souscription et après, on a la tarification. La souscription, c'est quoi? C'est définir mes segments cibles ou définir des segments homogènes. Donc là, je vous ai mis juste très rapidement ce qu'on rencontre d'habitude dans une politique de souscription dans les pays que vous voyez là. 100%, ça veut dire que le point il est fort dans ce pays-là, 0%, ce n'est pas encore utilisé. C'est toujours une vision qui date de quelques années. Je pense que les choses ont évolué depuis. Donc, dans la politique de souscription, on peut utiliser l'historique des sinistres ou l'assuré. Ben, je n'ai pas envie d'avoir des gens avec 5 sinistres ou avec 10 sinistres sur les 24 derniers mois. Il y a une différence entre l'assuré et le conducteur, car c'est toute une gymnastique de passer de l'assuré et d'aller repérer le conducteur des véhicules. On pose souvent des questions sur les condamnations et les contraventions sérieuses qu'on a eues dans le passé. Est-ce qu'il y a eu des suspensions? Est-ce que le contrat a été résilié par l'assureur précédent? Quel est le lien entre le conducteur principal et l'assuré? Les liens entre la puissance de véhicule et l'âge de conducteur. On voit dans certains pays que en dessous d'un certain âge, vous ne pouvez pas vous assurer si vous avez un véhicule de plus de 150 chevaux d'île ou autre. Après, on a des règles de souscription en fonction de la valeur de véhicule. Il y a des assureurs qui se spécialisent dans le haut de gamme, d'autres qui ne veulent pas aller vers le haut de gamme. Les âges de véhicules, d'autres, par exemple, on ne veut pas de transport public de voyageurs comme au Maroc, par exemple, ou les taxis qui ont leur société dédiée. Voilà. C'est quoi l'objectif de règles de souscription? C'est d'avoir un risque autant homogène que possible sur lequel je vais appliquer mon modèle de tarification. Le dit modèle de tarification, là, je vous partage un ensemble de variables qu'on trouve dans ces modèles-là. Dans le tableau que vous voyez, ce qu'on note 16, c'est que le point est très important, 8 moyennement et 4 relativement peu important. Et comme vous voyez, dans la majorité des pays, on utilise tout ce qui est groupe de tarification, c'est la classification de véhicules, l'énergie, la puissance réelle, les éléments de sécurité, la valeur de véhicule, l'âge du conducteur principal, le sexe du conducteur principal, un effet croisé de l'âge et du sexe. Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, car les jeunes filles sont plus sages que les jeunes garçons, alors que les jeunes garçons sont… Voilà, mais parfois, on peut parler des variables discriminantes. Donc, il y a des tentatives d'interdire certaines variables dans la modélisation actuarielle. L'existence d'autres conducteurs, l'âge des autres conducteurs, l'ancienneté des permis, le bonus-malus, l'historique du sinistre. En plus des bonus-malus, ça existe. Le nombre de voitures fois le nombre de permis. C'est-à-dire, on analyse la composition de foyers pour essayer de détecter ce qu'on appelle les conducteurs cachés. Le nombre d'enfants d'âge de conduire, l'usage de véhicules. Voilà, donc je ne vais pas tout lister, mais on peut revenir sur cette manière de ces variables-là et on va voir avec David que les nouvelles technologies nous permettent d'approcher d'une autre manière et d'une manière peut-être plus juste le risque de tous ces aspects de risque liés à l'assurance automobile. Donc, je vais passer rapidement sur le système de classification des véhicules. Le système français, il est intéressant. Je n'ai pas vu un aussi compliqué, mais aussi dédié aussi dans d'autres pays, mais vous pouvez m'arrêter si jamais vous avez connaissance d'un site. Tout simplement, en France, il y a une association qui est dédiée à la classification du risque véhicule. Chaque constructeur, quand il veut mettre un véhicule sur le marché, se doit d'envoyer toutes les caractéristiques techniques à cette association-là, qui, elle, classe ce véhicule en termes de groupe, qui agit sur la RC, et en termes de classe, qui agit sur les garanties dommages. Et le groupe, vous voyez, tient compte de la puissance réelle, de la vitesse de pointe, de la conception mécanique. Est-ce que c'est une traction avant, traction arrière?
les suspensions, le freinage. Donc, c'est un système que je trouve très bien fait. Autre aspect, j'aime bien ce graphique, car je l'ai trouvé, j'ai dit, tiens, je vais l'utiliser. Qu'est-ce qu'il vous dit? Il vous dit la répartition en pourcentage des conducteurs principaux qui ne sont pas les assurés selon l'âge. Quand je parlais de la notion de conducteur caché, ben vous voyez, donc quand il s'agit de jeunes conducteurs entre 18 et 21 ans, 23 ans, ils ne sont souvent pas déclarés sur le véhicule de leurs parents. C'est-à-dire que quand vous allez tarifer, vous allez prendre le risque lié aux parents, au père, parce que vous allez trouver un senior avec un certain ancienneté de conduite, avec un certain comportement, alors que c'est plutôt l'enfant qui est conducteur caché. Souvent, les sociétés ont approché cela par toute une gymnastique, ce qu'on a appelé, on va analyser la flotte familiale. Donc, je vais poser une question sur combien de véhicules dans le foyer, combien de personnes en âge avec des permis. Je vais croiser et je vais essayer d'en déduire, tiens, ce véhicule-là, c'est le troisième de la famille avec un enfant, donc c'est l'enfant qui doit être le conducteur. Et tout ça va amener des majorations tarifaires sur la modélisation de primes que vous allez faire à l'origine. C'est quoi l'approche classique? Malgré ces évolutions et de ces complexités qu'on peut y voir, reste quand même une approche assez limite, avec ses limites. Les limites de cette approche classique étant les suivantes. Donc, cette approche analyse le risque passé, mais pas la profitabilité passée. Donc, on ne parle pas dedans de tout ce qui est rétention, tout ce qui est des coûts de gestion, tout ce qui est élasticité de la demande. Ça viendra après avec d'autres évolutions qu'on va voir plus tard. La fixation des niveaux généraux du tarif est souvent floue et n'est souvent pas faite suite à une analyse rigoureuse de l'environnement compétitif et de la profitabilité passée, ne permet pas de répondre au type de questions suivantes. Que serait-il passé si on avait changé le tarif sur un tel segment de telle façon? Quand ce genre d'études sont réalisées, elles le sont souvent après coup pour un effet correctif et pas prospectif. La deuxième axe d'évolution que j'ai rencontré durant ces 30 années d'expérience, c'est l'optimisation des chargements. Là, on passe à un autre niveau. Dans les chargements, jusque-là, classiquement, on fait un chargement simple. C'est-à-dire quand j'ai ma prime de risque, ben, je la charge de 35% parce que ces 35% correspond à mes frais de gestion. Mais il y a d'autres complexités. Je vais passer. Donc, moi, quand j'étais plus jeune, j'étais content de découvrir avec le contrôle gestion et les comptables la méthode qu'ils appellent ABC, Activity Based Cost. Ça vous permet d'analyser tous vos centres de coûts dans une société, notamment une société d'assurance, par destination. C'est-à-dire, il y a 7 destinations principales, les frais d'acquisition, frais d'administration, frais de règlement de sinistre, frais de charges de placement, autres charges techniques, les charges non techniques et les charges exceptionnelles. Pour chaque poste de charge, vous pouvez définir est-ce que c'est un coût uniquement la première année au récurrent, est-ce que c'est par contrat ou par mouvement, et ainsi de suite. Et avec ça, on peut là, je vais expliciter les différents niveaux de chargement. Donc, le premier dont j'ai parlé, c'est vous dites que votre prime hors taxe, hors commission, c'est votre prime pure, chargée par une petite marge de sécurité, et vous allez tout ça le multiplier par 1 plus vos pourcentages de frais généraux. Ben, c'est assez facile pour piloter votre aspect global, mais ce n'est pas optimisé pour faire de la profitabilité, il n'y a pas de flexibilité et surtout pénalise les fortes primes. Ben, quand vous avez un senior à qui vous allez demander, je vais parler en euros, 200 € pour gérer pour son contrat auto et un jeune à qui vous avez demandé 1 300 €, ben, si vous chargez à 20, ou pour simplifier, si vous chargez à 30, ben, le senior, vous allez lui demander 40 € pour gérer son sinistre, pour gérer son contrat, alors que vous allez demander 400 ou 500 € pour gérer le contrat du jeune, alors que souvent, le senior va vous coûter plus cher en gestion parce qu'il va appeler tous les 2 jours. Voilà, donc j'exagère, mais c'est juste pour vous dire que ça, c'est un premier point. Les premières tentatives que j'avais rencontrées, c'était de dire, maintenant, on ne va pas pousser le bouchon loin, mais on va passer par une étape intermédiaire, ce qu'on appelle un chargement à 2 niveaux. Je vais faire mon analyse des charges
je vais dire cette partie-là est proportionnelle au risque, donc je vais la charger dans la prime. Cette partie-là, elle n'est pas proportionnelle au risque, donc je vais la charger d'une manière additive. Donc, c'est la deuxième formule, donc c'est la prime hors taxe, hors commission, c'est la prime pure plus ma marge de sécurité, plus une partie de mes frais généraux que je charge, plus une partie que je définis par segment. Et là, on arrive à un troisième niveau, c'est ce qu'on appelle le component pricing, ou c'est la tarification par composante. Et c'est là où je définis ma prime comme une première prime issue de ma sinistralité, donc c'est la prime pure, voire la prime de risque en rajoutant une marge de sécurité, plus, donc je passe dans un modèle additif, toute une modélisation de mes charges qui peuvent dépendre de d'autres variables explicatives, plus le profit espéré, car je peux traiter différemment les différents segments que je vais rencontrer sur mon marché. Ben, le marketing ou le commercial me disent qu'il vaut mieux attaquer le segment des seniors parce que souvent, ils sont riches, souvent, ils ont des habitations, souvent, ils ont des commerces. Ben, je vais peut-être essayer d'être un peu plus attrayant avec eux parce que je sais que je vais gagner un peu plus en multidétention. Donc là, et ma tarification ou mon modèle tarifaire devient vraiment une addition de 3 composantes où chacune vit sa vie d'une manière différente. Je vais aller rapidement. Le troisième axe d'évolution, c'était le summum. Je me rappelle des premières expériences qu'on avait menées dans les années 2004-2005, où là, on arrive à une tarification boîte noire. L'exemple type, je ne sais pas si vous connaissez, c'est des logiciels comme Ornix ou autres, où on te propose d'intégrer dans ta tarification l'élasticité de la demande et la valeur dans le temps. Je m'explique. Dans les simulations de tarification qu'on va faire, notre objectif va être de maximiser le profit par contrat. Donc, et ce profit-là, on peut le calculer sur une valeur présente sur les 3 ou 5 ans, c'est-à-dire en faisant des hypothèses que le contrat va m'apporter X la première année, Y la deuxième année, ainsi de suite. Je vais passer très rapidement. Ça passe par quoi? Par une simulation, par un programme de simulation. Je dis que je vais majorer de temps. Je vais intégrer l'élasticité à cette majoration par segment. Je vais faire tourner et l'objectif, c'est de dire, car vous aurez votre courbe de profit qui va augmenter parce que plus vous augmentez, plus le profit augmente. Mais plus vous augmentez, plus les gens vont partir. Donc, plus arrivé à un summum, le profit va descendre. Donc, toute la gymnastique, c'est d'essayer de s'arrêter juste à ce summum-là. Donc, je vais passer rapidement sur la... Donc là, c'est l'élasticité. La problématique de cette approche-là, c'est d'abord, ça va être une boîte noire. Je ne sais pas si certaines de vos sociétés commencent à regarder de ce côté-là. Donc, c'est un peu difficile à pratiquer dans un pays avec des systèmes réglementés. C'est difficile à expliquer à vos intermédiaires. Et le summum, c'est que c'est une analyse qui va vous pousser à des contresens, dans le sens, plus un assuré est fidèle, meilleur est son risque. D'habitude, des commerciaux, qu'est-ce qu'ils disent? Plus l'assuré est fidèle, mieux on va le servir, alors que le programme va vous montrer que plus l'assuré est fidèle, meilleure est sa rétention, meilleure est sa rétention, meilleure est sa capacité d'accepter des majorations. Donc, voilà un peu la limite de ce modèle-là. Si vous avez des questions, on peut y revenir en détail. Autre axe d'évolution, c'est le quatrième que j'ai souligné, c'est l'actuaire doit s'adapter à l'environnement juridique. Notamment, la principale garantie, c'est la RC, et dans cette RC, la principale sous-garantie, c'est la RC corporelle. Donc, cette RC corporelle peut varier du jour au lendemain selon la loi qu'on va instaurer. En France, on a connu la loi Badinter, c'était dans les années 80. Après, c'est passé l'illimité en RC, on est passé à la RC limitée. Après, il y avait tout un problème, les actuaires français connaissent, notamment en auto, c'est la revalorisation des rentes. Et ça a causé pas mal de discussions. Et en Belgique, on parle de la protection des assurés faibles, pas fragiles, mais des assurés faibles.
Et dans certains pays d'Afrique, on commence d'ores et déjà à parler de tout ce qui est convention IDA. Mais sachez que la convention IDA peut être impactante en termes de tarification. J'ai en tête en France certaines mutuelles dont le risque était meilleur que la moyenne, ben, elles étaient largement perdantes avec la convention. Ça aussi, ça nécessitait un rééquilibrage de niveau tarifaire pour ne pas être perdant sur certains de la convention. Le cinquième axe, et je pense que David reviendra dessus, c'est tout ce qui est voitures connectées, l'impact des voitures connectées et des voitures autonomes. Voitures connectées, on commence à parler de tout ce qu'on appelle le Pay as you drive ou le Pay how you drive, et son utilisation soit dans la tarification, soit dans la prévention. Les voitures autonomes, là, on change carrément de concept. On peut se poser la question qui est l'assuré. Est-ce que j'assure l'algorithme? Est-ce que j'assure le constructeur? Mais ça, c'est on ouvre tout un chantier. Voilà, donc j'espère que je n'ai pas été trop long, mais voilà, je termine avec mon introduction qui a tracé juste les axes d'évolution. Maintenant, j'ouvre la porte aux discussions, c'est-à-dire avec tout ce qu'on a vu, il y a plusieurs questions qui me viennent à l'esprit, mais on peut les compléter. C'est d'abord, malgré tout, comment innover dans un marché réglementé avec peu ou pas de différenciation par le tarif? Lors de la discussion, on peut prendre quelques exemples, notamment avec notre ami Abdelrahim Janani qui vient de nous rejoindre. Comment gérer les évolutions dans le temps? Car la libéralisation n'est pas facile. Donc, Marie-Catherine et d'autres, s'ils veulent participer, on va parler de la problématique de comment gérer la déréglementation et la libéralisation dans le temps. Comment gérer la non-assurance, car qui dit libéralisation dit moins de mutualisation, dit certains segments qui vont se retrouver hors marché en termes de tarifs, donc ça génère de la non-assurance. Là aussi, il y a quelques expériences, soit de créer un BCT, soit de créer un pool, soit autre. Et ma question, que je pense qu'on échangera avec Brahim, avec Landry ou avec d'autres, c'est est-ce que dans nos pays, on peut avoir un gap avec l'apport des nouvelles technologies, passer d'un tarif réglementé à un tarif bien positionné en termes de complexité? Et bien sûr, les limites. Parfois, il faut raisonner out of the box. Et si on a le temps, on parlerait de systèmes de la SAC au Québec, voire des systèmes de ce qu'on appelle no fault, la RC sans faute dans certains des États américains. C'est juste pour dire qu'il y a d'autres, on peut imaginer autre chose que, notamment par l'aspect corporel. Voilà, donc j'ai terminé mon introduction qui était assez longue. Je passerai la parole d'abord à David pour nous faire rêver par rapport aux véhicules connectés. Oui, absolument. Et je vais juste partager mon écran juste pour vous donner une petite perspective sur quelques autres sujets qu'on va aborder par rapport à l'évolution essentiellement de la tarification. Très bien. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Oui. Parfait. Et donc, je vais passer à travers un petit peu l'évolution, le cinquième thème que Mohamed a abordé tantôt par rapport à l'évolution vers des véhicules connectés et autonomes. Mais on va commencer avec les technologies qui supportent ce genre d'assurance-là. Et c'est vraiment l'évolution de ce qu'on appelle le UBI ou l'assurance basée sur l'utilisation, Usage-Based Insurance. Mais aussi, ça, c'est seulement possible avec ce qu'on appelle de la télématique et les technologies qui supportent la télématique. Je vais vous donner une petite perspective en Amérique du Nord, principalement au Canada, parce qu'au cours de la dernière décennie, il y a eu une explosion d'offres UBI sur le marché en assurance automobile. C'est vraiment rendu un enjeu essentiel pour être capable d'accroître ton part de marché dans le marché canadien et pour vraiment éviter l'antisélection. Personnellement, j'ai été anciennement chez TD Assurance et j'ai fait partie du déploiement du produit UBI chez TD. Mais on n'était pas le premier dans le marché canadien, on était de loin le premier. Et en ce moment, sur les 20 plus larges assureurs ou sociétés d'assurance au Canada en assurance générale, il y en a à peu près 16 ou 17 qui ont une offre très mature du côté UBI et du côté de la télématique. Donc, c'est absolument en croissance. Mais ce que je vous montre en bas ici, c'est une perspective un petit peu plus loin en Amérique du Nord. Aux États-Unis, il y a quand même énormément de sociétés qui commencent à se former dans le domaine de InsurTech, qui sont backées par des investisseurs privés pour développer des technologies et des offres d'assurance qui sont vraiment exactement comme Mohamed l'a décrit, un pay as you drive.
ou un Pay How You Drive. Si on parle de Metromile, on parle de Nobler, on parle de Root. C'est 3 exemples très concrets, mais il y en a d'autres qui vont survoler et plein d'assureurs aux États-Unis qui développent ces solutions-là aussi. Pour faire un petit retour sur la télématique, juste pour s'assurer que tout le monde comprend éventuellement l'évolution sur laquelle, en Amérique du Nord, on a passé par ces technologies-là pour éventuellement faire la connexion avec les véhicules connectés. Dans l'historique, il existe à peu près 4 catégories distinctes de solutions télématiques sur le marché. Essentiellement, c'est des technologies qui sont insérées dans les voitures pour être capables de tracer l'usage de la voiture et de comment vous l'utilisez. Ça a commencé au début par des clés. En anglais, on appelait ça des dongles. Mais essentiellement, c'est l'équivalent d'un clé USB qui est inséré dans la voiture, très facile à installer, mais très limité à certains types de véhicules. Les véhicules anciennes qui n'avaient pas cette connexion-là avaient une faiblesse là-dedans. Surtout, c'était assez coûteux parce qu'il fallait l'envoyer à tous les clients et le récupérer par après. Il y avait d'autres systèmes qui étaient très populaires en Angleterre, qui étaient la boîte noire. Essentiellement, c'est une boîte installée à l'intérieur du véhicule, pas par le conducteur, mais vraiment par un technicien spécialisé pour capter de façon plus sophistiquée les métriques du véhicule. Et évidemment, ça, c'est encore plus cher qu'un l'équivalent d'une clé USB et absolument pas portable entre les véhicules si, mettons, tu avais une flotte de véhicules chez nous, dans votre famille. La troisième, puis c'est celui qui embarque graduellement dans le concept d'un véhicule connecté, c'était vraiment la télématique intégrée de très haute qualité. Là, on parle des constructeurs des véhicules qui développent une technologie pour capturer les données très précises dans les véhicules. Mais le gros problème, c'est qu'il y avait historiquement une manque de standardisation entre les véhicules. Les compagnies comme Mercedes, BMW, ils ont commencé à faire ça, ils ont commencé à l'utiliser dans leur offre de produits, dans le design de leurs véhicules. Mais en vue de la manque de standardisation, c'est très, très difficile pour les assureurs des tiers parties de vraiment prendre connaissance de ces données-là. Évidemment, il y a aussi un concept de confidentialité et de sécurité des données qui est entièrement importante là-dessus. Mais la principale problème avec ce non-standardisation-là, c'est vraiment que les données d'une véhicule en 2018 deviennent complètement obsolètes rendues en 2022 à cause de l'évolution du framework, essentiellement de la standardisation. C'est très important de garder ça courant. Et c'est là où on commence à voir l'évolution des véhicules connectés que je vais adresser bientôt. Mais là, on vient à vraiment la solution qui est la plus populaire en ce moment en Amérique du Nord, c'est vraiment le téléphone intelligent. Surtout avec les capteurs pertinents, une grande capacité de stockage de données, la portabilité du téléphone. En installant une application au téléphone, c'est très facile de vraiment essentiellement voir l'utilisation du véhicule, que ce soit la vitesse, la duration de la conduite, le type de freinage et tous les autres comportements de conduite. Il y a une baisse de qualité des données, c'est pas aussi bon qu'une télématique intégrée ou même une clé ou une boîte noire, mais c'est pas dispendieux du tout. C'est très facile à faire installer au client, mais la fiabilité des mesures est un peu la négative là-dessus. Et c'est là où on embarque dans vraiment la révolution de données qui va embarquer dans l'industrie de l'automobile très bientôt et qui commence déjà. C'est là où on parle de véhicules connectés. Donc, quand on parle de télématique intégrée, l'investissement qui a été mis dans le marché depuis la dernière décennie et ce qui est envisagé dans la prochaine décennie remonte à des milliards et des milliards de dollars, même juste en Amérique du Nord. On parle de plus de 60 milliards d'investissements par année dans le domaine de télématique, surtout avec un focus sur le développement des données et des technologies pour capturer des données. Et l'affaire qui est intéressante, c'est pas nécessairement les assureurs qui investissent là-dedans, c'est vraiment les constructeurs des véhicules qui veulent vraiment intégrer ce genre de technologie-là dans les véhicules, surtout avec l'expansion de la technologie 5G qui va vraiment créer qui va donner une fondation pour créer essentiellement des réseaux de véhicules connectés. Et ça pourrait emmener énormément dans l'avancement non seulement de la conduite autonome, mais de la télématique de façon générale. Et c'est là où l'exemple parfait, je te dirais, qu'on parle souvent en Amérique du Nord, c'est Tesla. C'est récent, ça fait à peu près une année que Tesla, au deuxième trimestre, ont annoncé
que Tesla Assurance allait prendre une part de marché réelle dans la Californie, en Amérique du Nord, aux États-Unis. Depuis une année, ils ont fait l'expansion de Tesla Assurance dans plusieurs autres États aux États-Unis. Mais l'affaire qui est vraiment avantageuse là-dedans, c'est que Tesla Assurance va être capable de bénéficier des données capturées par les capteurs de la voiture ou de toutes leurs voitures de Tesla pour vraiment mesurer la probabilité d'un accident en temps réel. Et non seulement ça, une prime d'assurance appropriée pour le trajet pris. Je pense pas que c'est très loin d'imaginer une future où quand tu entres une destination dans ton GPS et tu vois les projections, tu vas être capable de voir les projections de prime assurance côte à côte avec l'heure d'arrivée, l'utilisation de la batterie et toutes les autres métriques du véhicule. C'est vraiment pas loin d'être une réalité et ça l'est en ce moment en Californie. Donc, c'est vraiment cool quand on voit l'évolution là-dedans avec des compagnies de technologie et vraiment des constructeurs d'automobiles qui commencent à voir ça comme un vrai avantage unique en termes d'information. Et c'est pas juste Tesla qui font des partenariats. Ce genre de partenariat existe avec plusieurs assureurs et plusieurs compagnies d'assurance. Il y a Volvo qui ont parti leur compagnie d'assurance, Volvo Car Insurance. Tu as OnStar pour General Motors, qui était une compagnie d'assurance dans les années 2008 qui repart leur plan d'affaires basé sur la télématique et les véhicules connectés. Et tu as aussi Metromile qui a fait une partenariat avec Ford pour être capable de bénéficier des données de Ford dans leur tarification et dans leurs offres de produits. Et c'est vraiment ce cercle vicieux-là que je veux vous poser comme thème qui est vraiment important, c'est que quand tu as des meilleures données, tu peux avoir une meilleure compréhension des risques. La meilleure compréhension des risques te laisse donner une assurance plus abordable et plus propice au risque. Là, ça peut créer une valeur accrue dans la proposition d'acheter un véhicule. Donc, quand tu imagines si Ford ou Tesla ou GM ou Volvo sont capables de vraiment tarifier les bons conducteurs et offrir un prix abordable, mais ça va amener à une proposition de valeur accrue pour acheter une de ces véhicules-là parce que votre assurance va être moins chère. Ça va amener à plus de voitures vendues qui, lui, va contribuer à donner encore de meilleures données au système. Donc, c'est essentiellement ce network effect-là, essentiellement, qui va créer un avantage accru pour les constructeurs de véhicules. Et c'est vraiment un enjeu pour l'industrie d'assurance. Si on ne fait pas partie de cette population-là ou de cette industrie-là, si on n'est pas en partenariat avec les données, on risque de se faire remplacer de certains frais par des assureurs ou par des assureurs qui vont être fondés par des compagnies d'autoconstructeurs. Donc, c'est vraiment intéressant de voir un petit peu comment l'évolution là va impacter l'industrie. Et la dernière thématique que je veux aborder sous peu, c'est vraiment la conduite autonome. Quand on parle de conduite autonome, il y a vraiment 5 niveaux de conduite autonome. Tu as le niveau 0, qui est le niveau vraiment aucune automatisation. Mais en ce moment, peut-être vous ne savez pas, mais on est en ce moment dans un niveau à peu près entre 3 et 4 dans la technologie. C'est là où, mettons, les technologies les plus poussées sont. Je pense que si tu parles à Elon Musk ou à Tesla, il va dire qu'il est en 4 et 5, mais c'est pas vraiment vrai, basé sur un framework assez bien, assez bien expliqué. Mais même dans les véhicules anciennes qui sont sur les routes encore aujourd'hui, il y a quand même des niveaux d'automatisation, que ce soit des blind spot monitors ou que ce soit du freinage automatique si tu vas frapper quelqu'un. C'est absolument de l'automatisation qui existe en ce moment. Mais comment tarifier ça et comment l'incorporer? On a vu que ça a impacté la tarification au Canada, surtout quand on a des features ou des améliorations de la technologie qui sont pour la sécurité. On voit qu'il y a une fréquence plus basse. On voit que la sévérité baisse. Et donc, ça va être intéressant à voir l'évolution pendant que la technologie va prendre de plus en plus de contrôle. Et non seulement ça, c'est ça qui va être intéressant, comme Mohamed l'a dit. Si on se rend à un niveau 5 de véhicules autonomes ou de conduite autonome, ça va être intéressant de voir c'est qui l'assuré là-dedans. Tesla a fameusement dit on va partir une flotte de robotaxis qui va conduire tout le monde. Eux, ils avaient promis ça en 2021, mais on est rendu à 2022, on n'est pas proche en ce moment. Mais c'est intéressant d'y penser parce que ça pourrait vraiment changer la dynamique de qui est propriétaire du véhicule et comment on l'utilise. Et finalement, il faut penser à ça pour l'industrie d'assurance. L'industrie d'assurance, en ce moment, emploie des milliards de dollars de primes à l'échelle globale, des centaines de milliards de montants de primes et emploie des centaines de milliers de personnes. Donc, c'est pas nécessairement une menace, mais je trouve ça que c'est une opportunité, surtout pour les actuaires, mais vraiment pour l'industrie d'assurance, de prendre
cette opportunité-là de plus de données qui vont rentrer dans notre écosystème pour être en mesure de donner plus de valeur aux clients et éventuellement plus de valeur à nos employeurs. Donc, c'est un peu ça la thématique que je voulais aborder. Je peux repasser la parole à Mohamed pour les prochains thèmes. Merci, David. On va revenir, je ne doute pas qu'on va revenir au sujet suite à des questions qu'on commence déjà à recevoir du public. Mais je veux céder la parole à Marie-Catherine, qui nous parlera, tout d'abord, on va descendre un peu plus terre à terre. Le premier ingrédient de la tarification reste quand même les sinistres et les accidents. Si on laisse déraper les sinistres, bah, il y aura un problème de tarification. Et aussi, il nous fera profiter de son expérience sur la libéralisation de certains marchés. À toi, Marie-Catherine. Alors, attendez, voilà, ça va être mieux si on me voit. Oui, alors je voulais, oui, j'en profite effectivement, je vais refaire un petit retour sur vos deux présentations, parce qu'on a parlé du nombre de variables à utiliser avec une forte inflation. Et c'est vrai qu'on a connu, enfin on connaît dans les pays où les tarifs sont libéralisés, l'utilisation d'un nombre de variables de plus en plus important. Et en fait, on se rend compte qu'on est rattrapé par la patrouille, j'aurais tendance à dire, dans le sens où, d'un côté, les assurés n'ont pas forcément envie qu'on leur pose 50 questions au moment de la souscription. Soit ils considèrent qu'il y a des questions qui ne nous regardent pas ou ils trouvent que le questionnaire est trop long et ils laissent tomber le devis, surtout si c'est en ligne. Donc, c'est important que ça reste relativement simple. Soit c'est carrément la réglementation qui nous rattrape en disant vous êtes trop intrusif. Et nous, c'est ce qu'on voit notamment sur le marché français, avec des réglementations qui font qu'on n'a plus le droit de demander, par exemple, le sexe. Ça fait partie des choses qui ont été supprimées. Effectivement, on tarifait en fonction notamment pour les jeunes, en fonction du sexe. Maintenant, c'est devenu interdit. L'âge, ça devient un sujet aussi qui est jugé de plus en plus discriminatoire. Donc, il y a des choses comme ça sur lesquelles on est de plus en plus obligé de faire attention. Et donc, de prouver que les variables qu'on utilise sont bien utiles pour l'usage qu'on compte en faire. Et c'est l'intérêt aussi de ce qu'on vous a présenté sur les voitures connectées, parce que ça permet de récupérer des informations sans poser des tas de questions aussi aux assurés. Et on a des informations en plus sur leur conduite. Donc, c'est vrai que la valeur de ces données est très importante. Pour revenir, oui, à la partie gestion des sinistres, je voulais en toucher un mot parce que c'est quelque chose sur lequel on voit aussi pas mal d'évolutions et ça concerne aussi bien les pays où les tarifs sont réglementés que les pays où ce n'est pas le cas. Pourquoi? Parce que c'est un moyen de différenciation. Donc ça, c'est vrai que surtout si tout le monde a le même tarif, il faut trouver d'autres éléments de différenciation et donc notamment la qualité de service. Donc la gestion des sinistres, ça fait partie de la qualité de service. Et puis, sur des marchés où il y a une forte pression tarifaire, donc où les tarifs sont libres et où le tarif devient un enjeu compétitif majeur, on se retrouve assez souvent avec des niveaux de profitabilité très faibles et donc toute économie est effectivement bonne à prendre. Et donc, le point que je voulais aborder, et ça rejoint aussi la question de la qualité des données dont on parlait, c'était de dire que c'est important d'être en lien très proche en fait avec la gestion des sinistres pour que les évolutions qu'on envisage de faire, enfin, que côté qualité de service on envisage de faire, soient bien validées par la tarification et prises en compte. Je vous donne un exemple. Par exemple, si on dit jusqu'à présent, on mettait 2 mois à régler un sinistre et puis maintenant on le règle en 3 jours, ou vous pouvez faire votre déclaration directement en ligne et puis vous allez toucher avec un virement très vite le montant, la fréquence va naturellement augmenter. Pourquoi? Parce que plus c'est simple, plus les gens vont se dire, même pour un petit sinistre, je vais déclarer, alors que si c'est un petit peu compliqué casse-pied, on peut dire, bon, là, je laisse tomber, tant pis, je fais moi-même. Et puis si on dit, tiens, maintenant, je vais utiliser, je sais pas, des pièces usagées, enfin des pièces d'occasion pour réparer au lieu de prendre des pièces neuves, bon, c'est pareil, ça joue sur les tarifs. Donc, c'est vrai qu'il y a plein de choses comme ça
qui font que il ne faut pas que l'actuaire qui fait les tarifs soit tout seul dans son coin. Il faut qu'il travaille beaucoup avec la gestion des sinistres et la gestion de la souscription, mais y compris sur la façon de régler les sinistres, puisque ça joue in fine. Donc voilà, donc je voulais rajouter un petit élément là-dessus. On a parlé aussi de la partie, enfin il y a une question, j'ai vu sur le machine learning. Alors je ne sais pas si on en parle après, Mohamed, ou si tu veux en toucher un mot maintenant. Qu'est-ce que tu préfères? Vas-y, vas-y. Parce que c'est vrai qu'on n'est pas entré vraiment dans le détail des méthodes de tarification qui dépendent évidemment du nombre, enfin de la marge de manœuvre qu'on a d'un point de vue réglementaire et puis du nombre de données dont on dispose. Et en fait, c'est vrai que le machine learning, ce n'est pas quelque chose de récent. La data science, ce n'est pas récent d'un point de vue théorique, mais c'est utilisé depuis peu parce qu'on a notamment des serveurs suffisamment puissants pour pouvoir faire tourner ces modèles qui coûtent cher en puissance informatique. Et donc, il y a pas mal d'expériences qui sont menées sur le sujet parce qu'on s'est dit, bah, c'est le nouvel Eldorado et puis celui qui fait un tarif meilleur que les autres, forcément, il a une longueur d'avance et il va mieux sélectionner ses risques et donc il va être plus rentable que les autres. Alors, c'est vrai que ça offre des possibilités très intéressantes parce que ça identifie on va dire des poches de population qu'on ne peut pas identifier facilement avec des GLM. Par exemple, notamment si on dit, bah, tiens, on voit que, je ne sais pas, le type de véhicule acheté est corrélé à l'âge, par exemple, la puissance du véhicule est corrélée à l'âge. On peut se dire ça, c'est d'une manière générale, mais il y a certaines poches de population qui ne répondent pas à ce critère-là, mais qu'on n'a pas identifié avec un GLM, mais qu'on a identifié grâce aux méthodes de data science. Alors, je ne sais pas si je suis très claire, mais ce que je veux dire, c'est que ça permet d'identifier des sous-poches avec plus de variables ou avec des comportements différents que la moyenne, on va dire, qu'on observe sur l'ensemble de la population. Donc, je suis d'accord. Vas-y, tu veux compléter? Oui, non, je suis d'accord avec toi, car je n'ai pas parlé de machine learning exprès, car machine learning, ce n'est pas la machine qui va remplacer l'homme pour définir des modèles. La machine learning, c'est une puissance de calcul qui va faciliter la vie des actuaires. Par exemple, quand tu parles des poches assez spécifiques, j'ai en tête une expérience menée en Espagne au début des sociétés directes, quand Direct Line a fait un tabac au UK, où on arrivait à définir que les plus risqués, c'était les célibataires de 50 ans qui conduisaient des véhicules rouges. Véridique. Voilà, donc ça veut dire qu'avec un peu de patience et avec une puissance de calcul, on peut trouver des choses assez amusantes, si j'ose dire, à côté. Voilà, alors ça, c'est vrai qu'on arrive à trouver des choses comme ça. Après, pas autant que ce qu'on espérait pour le moment, mais je pense qu'il y a aussi le temps d'apprentissage. C'est-à-dire que même les GLM, on a mis quand même un certain temps à arriver à les exploiter correctement et à bien connaître les modèles et bien les maîtriser. Donc, il y a un temps d'apprentissage. Et puis après, il y a un frein qui est plus je dirais, lié au fait qu'on ne peut pas expliquer facilement les résultats. Donc, du coup, à partir du moment où on ne peut pas les expliquer, on se retrouve avec un frein aussi bien de la direction générale, des commerciaux, que ce soit des salariés, des agents, etc., des courtiers, qui n'arrivent pas à comprendre pourquoi un tel paye plus qu'un tel. Et donc, on se retrouve avec pas mal de freins comme ça. Qui font qu'on a l'impression que le tarif il est donné un petit peu au hasard, et même si ce n'est pas du tout le cas, mais que ça génère des difficultés. Donc du coup, c'est vrai que ça avance pas si vite que ça dans la tarification, enfin de ce que je vois, hein. Mais par contre, ça avance aussi pas mal, ça permet aussi, ça a plein d'autres usages, notamment sur les conditions de souscription, l'identification des fraudeurs ou des choses comme ça plus spécifiques, où là, c'est très intéressant d'identifier des petites poches en disant, par exemple, quel est le profil type d'un fraudeur. Là, pour le coup, c'est vrai que ce genre de méthode est vraiment utile. Donc, moi, je pense que ça va faire que se développer, mais peut-être pas avec le démarrage très rapide qu'on attendait. Donc, ce qui est une bonne chose parce que ça laisse aussi à tout le monde le temps de se former, de s'y mettre, etc. Et après, il
Mais moi, de ce que je vois, hein, je laisse les autres s'exprimer sur le sujet, mais voilà. Je vois entièrement la même affaire dans le marché canadien. En ce moment, il y a énormément de développements qui arrivent dans le domaine du machine learning, mais dans la tarification pure qui est soumise aux régulateurs, essentiellement, c'est rarement utilisé à cause de la faiblesse d'explicabilité, comment est-ce qu'on peut justifier les taux. Donc, mais c'est très actif dans l'utilisation des produits qui sont pas réglementés. Si on parle de l'assurance résidentielle au Canada, par exemple, c'est pas réglementé de la même façon que l'assurance en automobile. Donc, on a l'option de l'utiliser dans des tarifs ou dans des produits qui sont pas réglementés de la même façon. Mais comme tu as dit, Marie-Catherine, c'est dans les opérations que ça arrive. Des actions non tarifières qui pourraient arriver dans certains risques peuvent être informées par ces modèles-là, sans nécessairement impacter le prix spécifiquement. Donc, c'est intéressant de penser. C'est très commun au Canada aussi. Juste pour répondre à une question posée, c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'a pas parlé du tout de tout ce qui est assurance flotte. L'assurance des flottes, c'est tout un monde qui est à côté de la tarification automobile. Ça peut être basé sur le tarif individuel, mais il y a tout un autre ensemble de techniques, notamment ce qu'on appelle l'auto-assurance, la franchise annualisée, ou même la théorie de la crédibilité poussée à son maximum. Parce que la flotte s'apprête à une analyse type théorie de la crédibilité. Je rappelle, la théorie de la crédibilité, j'appelle ça comme une bonne recette de cuisine, où on mélange le tarif théorique, une partie du tarif théorique avec une partie du tarif basé sur la propre sinistralité de l'affaire. Plus vous donnez de crédibilité à l'affaire, plus la part du tarif lié à la sinistralité augmente, et moins vous donnez de crédibilité, plus vous allez vous baser sur le tarif théorique. Mais je pense que c'est tout un autre chantier. Je propose de continuer avec Landry. Donc, qu'est-ce que tu penses est-ce qu'on peut innover dans des marchés où la tarification est très réglementée? Et est-ce qu'on peut espérer un gap pour rattraper, si j'ose dire, la complexité de la tarification avec les nouvelles technologies? Ton micro, Landry. Ton micro. Merci, c'est mieux Voilà. comme ça. Ah ouais, c'est Merci mieux comme ça. beaucoup, Mohamed. Donc, je disais que peut-être un peu, l'intérêt un peu de mon propos, c'est peut-être apporter un peu de lumière sur ce qui se passe en zone CIMA où je suis installé actuellement. Euh, pour répondre directement à ta question et ensuite revenir un peu en amont sur les possibilités de voir ce qu'on a pu voir dans d'autres secteurs en Afrique, je pense qu'on peut répondre clairement par l'affirmative. Actuellement, le marché ivoirien s'apprête à lancer la dématérialisation des attestations d'assurance d'ici 2 mois. Donc là, tout est prêt. Et d'ici 2 mois, les assurés ivoiriens n'auront plus besoin, pourront acheter directement par des canaux entièrement digitalisés avec des QR codes qui vont remplacer les attestations papier. Ça offre énormément de possibilités. Et quand je vais présenter tout à l'heure l'état de la situation, vous verrez un peu le gap, en tout cas le bond extraordinaire que ça nous emmènera à faire. Parce qu'on va passer clairement d'un environnement où, le tarif est réglementé, 2, il n'y a quasiment pas de collecte de données, à une situation où, de façon instantanée, au moment du contact, ne serait-ce que soit avec les informations du véhicule ou avec les informations de la carte grise, l'assureur a l'ensemble des informations à la fois du conducteur et du véhicule, parce que dans ce projet de dématérialisation, des bases de données nationales de l'ensemble des cartes grises, donc la base de données de l'ensemble des véhicules, des bases de données de l'ensemble des permis du ministère du Transport ont été intégrées. Donc, pour répondre clairement, oui. Après, qu'est-ce qu'il faut faire pour y arriver? Il y a énormément de travail, peut-être beaucoup de travail de vulgarisation, parce qu'en pratique, il faudrait que les compagnies sur le marché se dotent de compétences nécessaires et qu'elles soient ouvertes à ce qu'il y a comme méthodologie. Et aussi, peut-être que le régulateur change sa façon d'appréhender le problème.
Donc, j'aimerais en même temps profiter de l'occasion, peut-être pour partager un peu des éléments de contexte spécifiques à notre marché. Première chose qui va peut-être étonner tous ceux qui sont familiers de la tarification automobile sur des classes très développées, c'est déjà des niveaux de rentabilité sur la branche automobile. Là où sur le marché français, on est sur des combine ratios qui sont quasiment à 100% avec très peu de marge de manœuvre. On est en automobile en moyenne sur ces dernières années entre 45 et 55% de SUP avec une quinzaine de points à rajouter dessus pour arriver à des combinaisons. Mais dans Oui, ça ça, veut dire ça veut dire que le marché est très rentable en auto. ah oui, sur l'automobile, clairement. Sur D'accord. l'automobile, clairement, avec l'autre élément important, mais bien sûr, du fait qu'on parle de très bas, une forte croissance. Donc, depuis les 5 dernières années, le marché non-vie en Côte d'Ivoire fait quasiment 10% de croissance chaque année. Quand on regarde sur les aspects, vous avez parlé de tarification réglementée. Effectivement, sur ce marché automobile-là, on a deux éléments et ça va permettre de bien comprendre un peu les particularités. C'est que quand on zoome, j'ai parlé de 45% de SUP, quand on zoome, on va voir que sur la partie de responsabilité civile, on est vraiment rentable. Donc, c'est là où il y a le gros du volume. Donc, la partie qui est obligatoire, celle pour laquelle la plupart des assurés payent de l'assurance et qui induit aussi une image qui est un peu négative avec l'assurance qui est vue un peu comme une taxe, dans un contexte où il n'y a pas trop de confiance aux assureurs. Ma dévancière tout à l'heure parlait de comment se comporte la sinistralité, plutôt comment se comportent les sinistres. Donc, avec un contexte dans lequel la perception des assurés, c'est qu'en cas de sinistre, les assureurs ne vont pas forcément payer les sinistres. On peut expliquer, mais en tout cas, c'est la perception aujourd'hui qui fait que, en pratique, sur la responsabilité civile, il y a parfois des personnes qui ne vont pas déclarer des sinistres qui seraient dus parce qu'elles n'ont pas confiance au système, qui fait qu'elles sont peu enclines à payer aussi. Donc, on aura de la fraude à l'assurance parce qu'elles n'y croient pas, mais qui a pour conséquence directe que les ratios de SUP sur la branche, sur la partie RC, sont encore plus basses. Donc, on a des SUP qui vont là varier entre 25 et 35% pour les plus élevés. Et par contre, sur la partie dommage, donc sur cette partie RC, là, on a un tarif qui est réglementé avec une obsession de l'assureur et du régulateur, et ça pourra surprendre certains, à empêcher, à lutter contre la sous-tarification des assureurs. Donc, l'obsession du régulateur en réglementant le tarif, c'est de s'assurer que les compagnies d'assurance ne vont pas tarifer en dessous d'un certain tarif. C'est dû à un certain contexte local qui est que dans les années 80-90, il y a eu beaucoup de faillites sur nos marchés, dans toute la zone, dues à l'automobile, qui a engendré deux éléments. Un, la forte implication du régulateur pour tarifer, pour réglementer le tarif. Et puis deux, des actions sur la partie corporelle avec l'introduction de la barémisation. En fait, ce qui se passait, c'est qu'il y avait, en cas de sinistre corporel, comme il y avait une absence de barémisation, on s'était rendu compte qu'il y avait une forte inflation des décisions du judiciaire. Et il y a eu parfois beaucoup de suspicions de corruption au niveau des décisions de l'appareil judiciaire. Donc, la suspicion que certains juges avaient tendance à donner des sanctions importantes moyennant, je vais m'arrêter au niveau de suspicion. Donc, ça aussi, ça a engendré une forte action du régulateur qui a barémisé les tarifs. Et tout ça fait que au bout de 10 ans, les niveaux de coûts de sinistralité sur le corporel ont énormément baissé, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a des niveaux de rentabilité sur la RC qui sont très bons. Bon, je vais dire ça comme ça. À côté de ça, on a la partie dommage qui, elle, est libre. Donc, le tarif dommage est libre, il n'est pas réglementé. Dans la pratique, ce qui est pratiqué par les compagnies d'assurance, on pourrait dire qu'il n'y a pas vraiment de tarification, au sens où il n'y a pas de tarifs discriminés. Donc, deux assurés qui auront des véhicules différents, des conditions différentes, pourvu que leur véhicule ait à peu près la même valeur marchande, auront à payer le même tarif pour la partie dommage. Donc, pour vous dire un peu
le niveau de retard qu'on a sur les aspects tarifaires. Et ça viendra renforcer un peu ce que je disais tout à l'heure sur la partie RC. C'est que contrairement à la RC, sur la partie dommage, on a des niveaux de SUP qui sont à la limite de la non-rentabilité. Sur le SUP hors combine ratio, on a des ratios qui sont entre 71 et 120%. Donc, qui traduisent en réalité ce qui s'est passé au cours des 10 dernières années, c'est que la forte compétition des assureurs sur cette partie garantie a quasiment, au bout de 10 ans, divisé par 2 leur taux de prime flat qu'ils pratiquent. Donc, ça permet un peu de compléter l'image qu'on peut avoir de aussi bien le contexte économique, la pratique de la tarification sur nos marchés. Donc, d'une part, une garantie qui est très rentable, qui est réglementée, dans laquelle le régulateur veut s'assurer que les compagnies ne font pas de la sous-tarification. Mais c'est là où on a le tarif le plus sophistiqué, parce qu'on a un tarif qui a à peu près 3-4 critères: l'usage, la zone géographique, la puissance du véhicule et puis le type de carburant. Et de l'autre côté, un tarif qui est libre, qui se retrouve aujourd'hui à des niveaux de SUP qui sont pas bons et qui donne le sentiment dans l'ensemble qu'en fait, c'est la partie réglementée qui permet aux assureurs de financer les pertes qu'ils encaissent sur la partie dommage et où il n'y a pas vraiment de pratique de tarification. Donc, ça laisse et qui engendre le fait que les assureurs ont peu de données sur l'individu qui conduit les véhicules. En tout cas, jusqu'à aujourd'hui, ils sont incapables de donner les situations du sexe, de l'âge, de la personne qui conduit et peu d'informations en dehors des informations qui sont liées aux tarifs réglementaires. Et vu que maintenant, et depuis quelques années, on commence à avoir des formations d'actuels, puisque l'une des raisons de tout ça aussi, c'était l'absence de compétences pour pouvoir mener à bien tout ce qu'il y a comme études pour pouvoir mettre en œuvre les tarifs et qui ont mené, je pense, qui ont justifié, je pense, le fait que le régulateur introduit des tarifs réglementés. Mais ça permet en tout cas de faire apparaître d'énormes possibilités de développement du tarif, en lien aussi avec le niveau de croissance important qu'on a sur la branche, en lien aussi avec le fait que depuis un peu plus de 5 années, on commence à avoir des formations. On a une formation à Abidjan, j'en parlais tout à l'heure. On a depuis 2-3 ans une autre formation d'actuariat à Yaoundé et puis quelques-unes dans d'autres pays, au Sénégal, au Bénin. Donc, sans rentrer dans le détail, sans aller, je vais m'arrêter là pour dire en tout cas que on part de très loin. On a un contexte économique qui est très favorable. On a beaucoup d'initiatives des associations professionnelles qui mettent en œuvre, notamment en Côte d'Ivoire, avec la dématérialisation des attestations et l'arrivée de plus en plus importante de compétences formées à l'étranger ou formées nationalement qui, pour moi, promettent en tout cas des évolutions prochaines assez intéressantes. Très bien, merci. Ben, juste, puisque tu nous dis que le marché ivoirien est très rentable en termes d'assurance, notamment RC, c'est pour moi une situation à risque quand il s'agit de libéraliser le marché. Ce qu'on a vu par ailleurs dans d'autres expériences, c'est qu'après la libéralisation sur un marché qui était rentable, il y a eu, si j'ose dire, beaucoup de sociétés qui ont fait un peu du n'importe quoi et ça s'est terminé par quelques faillites. Voilà, mais c'est le point de vigilance à avoir. Je cède la parole maintenant à Abdelrahim. Je crois savoir, Abdelrahim, je te laisse te présenter. Après, je crois savoir que tu fais partie d'une société qui est l'une des premières à avoir lancé une expérience basée sur la connexion de véhicules au Maroc. Ben, je te laisse la parole. Présente-toi et parle-nous de cette expérience et de la préparation de la libéralisation au Maroc, de la tarification. Merci beaucoup. Enfin, vous m'entendez? Oui, d'accord. Alors, j'ai activé mon caméra, mais étant donné que je n'arrive pas à me connecter via mon PC, donc c'est uniquement via mon téléphone, donc peut-être vous ne me voyez pas très bien. Mais en tout cas, l'essentiel, c'est le discours. Oui. Donc, en fait, voilà, je suis actuaire de formation et sans rentrer en fait dans le parcours, mais actuellement, donc, je suis directeur général adjoint de la compagnie marocaine RMA Assurance et je m'occupe en fait de toute la partie tarification et également de la branche automobile.
Alors, je ne sais pas, est-ce que je présente quand même le parcours de l'assurance rapidement au Maroc pour que tous les présents comprennent un peu comment les choses se sont évoluées avant d'arriver à notre expérience de voiture connectée. Peut-être c'est un partage d'expérience qui peut Ouais, être vas-y. intéressant pour. Voilà. Alors, le tarif automobile au Maroc, il est pour la partie RC, qui est obligatoire, est un tarif qui est libre depuis 2006, mais avec une particularité, c'est que les critères de tarification, eux, ne sont pas libres. C'est-à-dire les compagnies peuvent tarifer comme ils le souhaitent, mais ils ne peuvent pas utiliser des critères autres que ceux qui sont précisés dans le texte et qui sont rapidement enfin, l'usage, la puissance fiscale et le type de moteur, essence ou diesel. Donc, la vraie expérience de tarification, si j'ose dire, au Maroc, a concerné plus les garanties qu'on appelle contractuelles ou les garanties dommages que la garantie RC. Et là, je reste sur le dernier point que tu as évoqué. Quand une branche est bénéficiaire ou équilibrée, il faut faire attention lorsqu'on la libéralise ou lorsqu'on commence à faire des expériences tarifaires. Bah, au Maroc, en tout cas, on l'a vécu pour les garanties contractuelles. Quand je dis garantie contractuelle, c'est tierce, vol, incendie, dommage collision, bris de glace, qui était à une époque pas très, très commercialisée, n'était pas dans les pratiques chez les gens. Et du coup, elle était, pour le peu qu'on commercialisait, ils étaient très, très rentables. Et une fois, on a rendu ça très démocratique à travers la baisse des tarifs, parce qu'il y avait une concurrence très, 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 très forte, ben, on est passé tout d'un coup, dans un laps de temps très court, d'une situation très bénéficiaire à une situation très déficitaire. Donc, effectivement, il faut faire très attention lorsque une branche est bénéficiaire ou des garanties sont bénéficiaires. Donc, l'expérience n'était pas très, très heureuse, en tout cas au Maroc. Et autre sujet que moi, je constate dans le marché marocain, je ne sais pas si c'est le cas dans d'autres marchés ou pas, c'est comment on peut gérer la discrimination à travers des critères ou des tarifs lorsque tout le marché ne le fait pas. Et donc, je donne un exemple. En tout cas, moi c'est une question que j'ai toujours eue, en tout cas au Maroc. Lorsqu'on fait de la segmentation, en tout cas de la tarification, on s'aperçoit, par exemple, je donne un exemple rapidement, qu'on a les jeunes qui sortent avec une sinistralité assez forte. Et donc, naturellement, les modèles vont vous pousser à augmenter leurs tarifs à l'entrée. Du coup, étant donné que c'est un marché quand même qui connaît un turnover assez élevé, c'est-à-dire les compagnies en général, ils perdent entre 25 et 30% de clients chaque année qu'ils vont aller chercher par ailleurs. Est-ce que le fait d'avoir cette tarification, cette segmentation vers les jeunes, et si on est les seuls à le faire, est-ce qu'on n'est pas en train de se priver à long terme ou à moyen terme d'une jeunesse qui va devenir mature après? Donc, c'est une vraie question à laquelle je n'ai pas de réponse. Et les modèles, étant donné qu'ils appliquent les résultats de la sinistralité sans aucune projection ni sociale ni économique, ben, je pense qu'il faut faire attention à une tarification purement qui sort du modèle. Alors moi, je peux peut-être répondre sur ce point-là rapidement, parce qu'effectivement, c'est une question très intéressante, c'est de dire quand on fait bouger les choses, qu'est-ce qui se passe? Et ça peut être dangereux. C'est exactement ce que disait Mohamed sur quand on libéralise un marché sans faire attention, sans mettre des garde-fous, on peut se retrouver avec n'importe quoi. Donc, en cas de libéralisation, il vaut mieux faire effectivement qu'il y ait quand même un certain encadrement, en tout cas au début, puis progressivement, on avance vers de plus en plus de liberté. Mais sur le fait de rajouter une variable, il y a la possibilité que si vous dites ben, les jeunes, je les fais cher, ça veut dire quelque part que les autres, vous les faites pas cher. Donc les moins jeunes, on va dire, je ne sais pas si on dit c'est 30 ans la limite par exemple, ou 25 ans, les plus de 30 ans se retrouvent pas chers. Et donc on va avoir un bon taux de pénétration sur les plus de 30 ans. Alors avec effectivement le fait que on ait moins de 25 ans. Donc la question, c'est est-ce que ceux qui ont souscrit à 25 ans, ils vont rester en portefeuille là où ils sont, ou est-ce qu'ils vont basculer chez l'assureur le moins cher quand ils ont plus de 30 ans? Et dans pas mal de cas, en fait, je dirais la fidélité, elle a ses limites, et une fois que ça commence à se savoir, on a tendance
quand on augmente, enfin, quand on change un peu les choses de cette façon-là, on a tendance à récupérer des bons risques et puis à laisser les mauvais risques aux autres. Et donc, ce qui se passe assez souvent, quand même, c'est que du coup, les autres, assez vite, se mettent à introduire aussi dans leur système ce genre de variables. Donc, en fait, on peut avoir une longueur d'avance, mais souvent, cette longueur d'avance, alors c'est toujours intéressant parce que ça permet de capter de nouveaux assurés, hein. Mais dans la pratique, en fait, assez rapidement, si l'idée est bonne, assez rapidement, le marché la suit. Après, c'est vrai que c'est quand même assez judicieux quand on fait des changements un peu radicaux, de faire des tests quand même, de voir en amont comment ce que ça donne, comment ça déforme votre portefeuille. Je sais pas, tester sur une région par exemple, ou sur voilà, trouver un moyen de faire un test alors suffisamment grand pour que ce soit parlant, mais sans tout de suite faire un changement radical. Et c'est vrai que enfin, je pense que c'est vrai pour tout changement relativement important, et notamment pour la tarification. Donc, Mais dans la pratique, plutôt que ne pas conserver les jeunes, on a tendance à gagner des bons risques et donc à la fin, c'est quand même plutôt rentable. avant de redonner la parole à Sir Abdelrahim, c'est vrai, la problématique des jeunes, ça a existé, ça a toujours existé sur pas mal de marchés. Je me rappelle en France, il y a quelques années, parfois on poussait la segmentation des jeunes assez poussée. Je me rappelle l'UAP, les marins oblige dans le temps, qui est poussé jusqu'à tarifer selon l'université et ce qui est selon le niveau d'études. Il y a eu même des études sur le marché qui montraient que, avec mes excuses, les garçons bouchés de côté de Nantes, c'était les pires en termes de jeunes. Voilà, donc d'un côté, on peut pousser la segmentation pour aller repérer au sein de ce mauvais risque, soi-disant, des populations qui peuvent être rentables. Autre point, ce qu'on peut remarquer, c'est que les plus mauvais vont se retrouver chez des courtiers spécialistes. Donc, vont se retrouver chez des assureurs. Et ces assureurs-là savent qu'ils vont garder le risque uniquement 2 ans, le temps que le risque va se refaire une virginité pour repasser dans le circuit normal. Et autre aspect qu'on peut trouver sur des marchés, c'est la notion de couloir. C'est-à-dire pour les jeunes ou pour les mauvais risques, on va essayer de les plafonner. Par exemple, en France, on a la majoration due aux jeunes. Ça ne peut pas dépasser 150% d'un tarif normal. Voilà, donc c'est essayer de caper pour réduire. Je te repasse la parole, c'est Abdelrahim, parce qu'on a été coupé. Merci, merci. Alors, lorsqu'on a. Alors, pourquoi on était amené déjà à aller vers les boîtiers ou ce qu'on appelle les véhicules connectés? C'est déjà pour répondre à un sujet d'efficacité commerciale. Lorsqu'on a voulu, c'est peut-être pas le cas en Europe parce que c'est des marchés peut-être beaucoup plus matures, mais ici, au Maroc, on n'avait pas, enfin, les différentes compagnies n'avaient pas des bases de données très riches en données. C'est-à-dire, même si on voulait faire l'exercice de la segmentation, il n'y avait pas assez de données pour le faire. Parce que historiquement, on était devant, je dirais, un sujet d'efficacité commerciale. Il ne fallait pas demander beaucoup de données aux clients. Il ne fallait pas chercher beaucoup d'informations. Et même au niveau des contrôles internes, au niveau des compagnies, on ne contrôlait que les données qui concernaient le tarif. Donc, s'il y a une donnée qui n'a pas d'impact sur le tarif, on ne la contrôle pas. Ben, quand l'actuaire il vient derrière pour faire ces modèles, ben, il se retrouve avec pas mal de difficultés pour avoir des données fiables. Les boîtiers, c'était vraiment la meilleure solution, on va dire, pour récupérer de l'information fiable et de manière automatique. Sauf que pour l'expérience RMA, ça nous a laissé beaucoup de... Enfin, on a été confronté à beaucoup de difficultés que je vais partager avec vous. Alors, déjà, il y a des difficultés, je dirais, je ne sais pas si c'est partout pareil, mais d'ordre culturel. C'est-à-dire que les gens, lorsqu'on leur donne un boîtier qu'ils installent dans la voiture et qui va aider à connaître leur comportement de conduite, et à travers ce comportement de conduite, ils peuvent avoir des prix intéressants et également, enfin, en tout cas pour le cas de la compagnie que je représente, on donnait même un capital en cas de sinistre. Ben, les gens ils pensaient qu'on les suivait, qu'on allait voir où ils vont, qu'on va écouter qu'est-ce qu'ils disent au sein de la voiture. Donc, il y avait un premier blocage culturel, je vais dire, malgré toute la sensibilisation qu'on a mis au niveau de la communication, on a senti beaucoup ce frein. Moi, j'aimerais bien savoir, par exemple, j'ai vu tout à l'heure, on a parlé de Canada. Est-ce qu'au niveau de Canada, il y a également ce genre de comportement ou pas?
Également, il y avait une difficulté à laquelle on a fait beaucoup de scénarios, c'est l'accessibilité, c'est-à-dire le tarif du boîtier lui-même. On a essayé des expériences avec le tarif, avec le boîtier donné gratuitement, avec le boîtier à son vrai prix, avec un boîtier, on va dire, un peu subventionné. Malgré tout, ça n'a marché, vraiment, ça ne marche, c'était difficile, sans parler de la difficulté de la logistique, parce que c'était un boîtier qu'on installait au niveau de la voiture, donc il y avait une logistique derrière. Mais le peu qu'on a pu mettre en place était vraiment très intéressant, parce qu'on récupérait pas mal de data, on a tiré pas mal de conclusions sur le comportement de conduite, et ça nous donnait beaucoup d'espoir si ce genre de choses se généralisaient. Mais malheureusement, ce n'était pas le cas. Et dernier élément que également je souhaite partager, c'est que ce boîtier-là, lorsqu'on l'installait, on permettait à nos clients sur l'applicatif, sur le téléphone, d'avoir directement le score de conduite et également échanger des choses avec la compagnie, des informations. Alors, ce sujet-là qui était très important, on a trouvé beaucoup de difficultés à l'animer dans le temps. C'est-à-dire, c'était facile de le mettre en place pendant une année. On communiquait le score de conduite, on envoyait les trajets et ainsi de suite. Mais après une année, c'est difficile de toujours trouver des sujets qui peuvent intéresser l'assuré. Donc, il faut faire attention lorsqu'on met des choses, il faut toujours se projeter et réfléchir comment les animer dans le temps pour que ça reste tout le temps intéressant pour l'assuré. Alors je vais terminer par… donc, malheureusement, c'est une expérience intéressante en termes de savoir, mais pas très, très réussite commercialement. Alors, je vais juste partager deux choses par rapport à l'introduction, en fait, en tout cas, la présentation que tu avais fait au début. La première, tu as parlé de modèle IDA. Alors, je ne sais pas si ça correspond au modèle CID au Maroc. Oui, oui, c'est exactement ça. Voilà. Alors, pour nos amis des autres pays, IDA, c'est l'indemnisation directe de l'assuré. C'est l'assureur qui prend à sa charge, nonobstant la responsabilité des sinistres, le paiement vers son assuré direct. Absolument. Alors, au Maroc, on a eu plusieurs modèles par rapport à ce système-là. Et le dernier modèle qu'on a eu entre les années 2019 et 2021, parce qu'il vient d'être changé, c'était quand même un modèle qui a mis les actuaires en difficulté. Et j'aimerais rapidement vous expliquer pourquoi. Ça me paraît un sujet, en tout cas intellectuellement et actuariellement intéressant. C'est qu'effectivement, le modèle IDA ou le modèle CID, c'est que l'assureur, il paye son client non responsable et il va faire un recours contre l'entreprise, la compagnie d'assurance du client responsable pour récupérer ce qu'il a payé. Un forfait. Sauf qu'au Maroc, pour ces 3 années, et pour des raisons, je ne vais pas rentrer dans les raisons qui expliquent le changement, mais en tout cas, ça a été mis en place une IDA sans recours, jusqu'à un certain plafond. Et du coup, nous, actuaires, on était confrontés qu'il fallait faire un modèle de tarification où, pour la partie matérielle du sinistre, on payait le non-responsable, donc ça devient presque du dommage et non de la RC. Et pour la partie corporelle, c'était le risque normal, le risque RC. Donc, vraiment, une réelle complexité intellectuelle pour savoir comment arrêter un modèle pour la branche automobile, sachant qu'on a, pour le même assuré, une partie où il nous coûte de l'argent quand il n'est pas responsable et une partie où il nous coûte de l'argent quand il est responsable. Donc, je peux vous dire qu'on s'est beaucoup amusé, mais bon, le modèle a été changé en 2022. Et je veux terminer par un point qui a été dit tout à l'heure par ma collègue concernant, qui me paraît très important pour la tarification automobile dans le futur, c'est les conditions de souscription. Parce qu'effectivement, on met beaucoup d'efforts dans nos modèles pour arrêter les prix par critères de tarification qui peuvent être pertinents et parfois non pertinents. Mais les critères de tarification peuvent être un élément très, très important dans le choix des risques, dans l'optimisation du risque. Mais parfois, ils peuvent présenter des difficultés commerciales. Je donne également là une expérience de la compagnie, c'est que nous avons mis en place
ce qu'on appelle une tarification qui dépend de la prise de photo. Quand le client accepte à ce qu'on prenne en photo son véhicule avant souscription, il a un tarif. Et quand il ne l'accepte pas, il a un autre tarif. Voilà quelque chose qui peut améliorer d'une manière très sensible la sinistralité, la lutte contre la fraude, les résultats de la branche. Mais sur le terrain, il peut poser beaucoup de difficultés s'il n'est pas généralisé, parce qu'un client à qui vous demandez de prendre en photo le véhicule avant de lui remettre l'attestation, il suffit qu'il rentre dans le magasin à côté pour avoir l'attestation sans prise de photo. La vérité, c'est un domaine où on peut dire beaucoup de choses. Donc, j'ai essayé de résumer un peu quelques idées par rapport à l'introduction, mais je suis à disposition pour partager dans le détail l'expérience marocaine. Merci beaucoup, Saad Rahim. Malheureusement, il nous reste 10 minutes. C'est ça, Samuel? Il nous reste 2 minutes pour conclure la table. Je vais prendre 2 minutes, un peu plus, mais pas beaucoup plus. D'accord. Je vais essayer de prendre 2 minutes et je céderai la parole à chacun pour quelques minutes pour conclure. J'aimerais prendre 2 minutes pour avancer. C'est vrai pour parler de 3 petits points. Le premier, c'est le Pay as you Drive ou les véhicules connectés. J'aimerais partager une expérience d'il y a maintenant. On avait fait ça en 2004-2005. C'était au tout début des véhicules connectés. Et c'est vrai, Abdelrahim, tu as raison. Le modèle économique, c'était un vrai problème. Ça coûtait entre 400 et 600 euros pour installer un boîtier. Maintenant, avec les nouvelles technologies, avec le 5G, avec les téléphones, tu poses ton téléphone et tu as exactement ce qu'on avait avec le modèle. Mais c'est le mode d'utilisation. Le Pay as you Drive, une très bonne expérience a été menée en Irlande avec les jeunes. Les jeunes en Irlande, ils ne passent pas leur permis. Ils se déclarent comme conducteurs auprès de la police et ils commencent à conduire. Et je vous dis, les primes pour les jeunes en Irlande étaient de l'ordre de 6 000 euros. Donc, je vous laisse traduire en francs CFA. Donc, 6 000 euros, c'est énorme. Donc, la première en fait, il a le droit de conduire son permis, mais il n'a pas l'argent pour le faire. Exactement. Donc, l'une des premières utilisations était dans le cadre de la prévention. On dit aux jeunes, on va te faire payer beaucoup moins cher. Maintenant, tu t'engages à respecter la limite des vitesses. Donc, l'Irlande, c'est plusieurs cercles. Le premier cercle, c'est à 30, le deuxième à 50 et le reste. Donc, à chaque fois qu'il dépassait la vitesse, on arrivait à repérer le dépassement de vitesse, on lui envoie un avertissement. Au bout de 3 avertissements, majoration. Donc, voilà. Donc, la première utilisation était vraiment dans le cadre de la prévention. La deuxième utilisation, c'était un projet lancé en Italie, où là, je rejoins ce qu'a dit Abdelrahim. On ne dit pas à l'assuré qu'on est avec on ne dit pas à l'assuré qu'on va le surveiller. Il y a un tiers entre l'assureur et le boîtier qui fait juste un scoring, qui score un peu la manière de conduite. Je vais me dépêcher parce que mon ordinateur va s'éteindre. Le deuxième point, c'est l'innovation. Ce que j'ai envie de dire aux jeunes actuaires, c'est ne pas trembler devant l'adversité. Il faut oser, il faut oser. Je m'explique, il y a pas mal d'années, en arrivant sur un marché où l'ARC était réglementée, moi je dis chic, si l'ARC est réglementée, vous avez tous les outils d'analyser les segments profitables et les segments non profitables de l'ARC et vous pouvez attaquer ces segments non profitables par des produits dédiés. C'est comme ça qu'on a lancé au Maroc un produit dédié pour les femmes. Ce n'est pas pour les beaux yeux des femmes, c'est parce qu'on sait que c'est une population qui est moins sinistrogène, avec des garanties spécifiques. On a lancé un produit pour les fonctionnaires avec des promesses de mobilité parce qu'on sait que l'expérience par ailleurs montre que les fonctionnaires utilisent moins leur voiture et c'est un meilleur segment. Voilà, donc il faut oser. Et le troisième point, et je conclue là-dessus, c'est, si j'ose dire, open your mind, look around you, c'est s'ouvrir. On n'a pas parlé de modèles assez spécifiques, notamment comment le Québec assure la RC corporelle. On peut faire supporter une partie du coût ou de la tarification par des taxes sur l'essence, des taxes sur les permis, des modèles dans des États américains où chacun s'assure pour sa propre RC. Là, ils ont poussé un peu le bouchon un peu loin. C'est un système non faute. Voilà, donc je m'arrête là car sinon je ne m'arrêterai pas et je vous passe la parole pour conclure. Chacun s'il veut conclure. Je peux commencer de mon côté. En fait, je vais adresser une des questions aussi qui touche un petit peu le marché québécois.
quand on parle de véhicules connectés, l'évolution de la tarif pour accommoder ce genre de technologie, c'est sûr qu'on va parler d'un environnement où les véhicules vont subsister l'un à côté de l'autre, des véhicules autonomes avec des véhicules avec des conducteurs. C'est sûr que ça change pas du jour au lendemain et les gouvernements vont absolument pas enlever les véhicules à tout le monde. C'est intéressant comme sujet parce qu'en fait, avec l'Institut des actuaires canadiens, j'ai fait partie d'un groupe qui a fait liaison avec les autorités du marché financier au Québec, essentiellement le régulateur au Québec, pour aborder ce challenge-là essentiellement, de comment assurer des gens dans un système sans faute quand il va y avoir certains véhicules qui vont être conduits par des technologies plus que des conducteurs. Et dans cette circonstance-là, qu'est-ce que fait la Société d'assurance automobile du Québec? La SAC au Québec, si vous ne le saviez pas, assure tous les dommages corporels. Donc, c'est vraiment juste les dommages de responsabilité et les dommages physiques du véhicule qui sont couverts par les assureurs privés. Et donc, pour ces réclamations-là reliées aux dommages corporels, comment est-ce que le gouvernement réclame ou récupère des coûts si, mettons, il y a une technologie qui embarque et commence à faire du dommage sur les routes québécoises? Donc, ça va être vraiment important comme évolution. Ça va être vraiment intéressant de voir tout ça et comment que ça va impacter la tarification. Donc, avec ça, je laisse au prochain. Alors, je vais prendre la parole parce que je dois me sauver. Oui, je vois qu'il y a plein de questions très intéressantes. Excusez-moi, j'ai un petit problème avec ma vidéo. Il y a plein de questions très intéressantes et c'est très compliqué de répondre à tous parce qu'on voit en fait que ça soulève énormément de sujets et puis que selon les pays, la situation est relativement différente. D'une manière générale, je pense qu'il faut aussi, il y a une question sur ce sujet-là et je pense qu'il faut aussi bien voir que sur la partie automobile, il y a énormément d'évolutions. Il y a des évolutions dans les usages qui sont liés à la hausse du prix de l'énergie, qui peuvent être liées aussi à des nouvelles habitudes. Et donc, en fait, la tarification automobile, c'est quelque chose qui est en mouvement permanent. La réglementation aussi évolue. Il y a des moments où on a le droit d'utiliser beaucoup de variables, après on a le droit d'en utiliser moins. Donc, comment on fait? Comment on fait aussi on n'en a pas parlé, mais c'est un problème très important, pour qu'il y ait le moins de personnes qui ne soient pas assurées. Donc, soit parce que c'est trop cher, soit parce qu'elles ne répondent pas aux conditions. Et donc, comment on fait pour laisser le moins de gens sur le bord de la route, c'est le cas de le dire. Donc voilà, donc je vais pas repartir sur un discours. Je voulais juste vous remercier tous de nous avoir écoutés. Puis je pense que ça pourrait être... il y a tellement de questions qu'on pourrait avoir l'occasion de refaire une autre occasion. Et puis, sur ce, je vous laisse et je vous remercie beaucoup. Merci, Catherine. Landré, tu vas ajouter? Donc, à la suite de Marie-Catherine, ce que j'aimerais peut-être juste parler d'un point qui n'a peut-être pas été beaucoup évoqué, c'est un peu l'aspect un peu, quand on aborde ces questions de tarification, l'aspect stratégie. En tout cas, en fonction aussi des contextes. De marché. On a un problème, André. De connexion. Oui. Ouais, moi, je pensais que c'était moi. Donc, on a beaucoup de... on a un problème, Landré. Déjà, au comptant un peu le... Vous m'entendez? Allô? Là, oui, oui. Pourtant, moi, je vous entends. OK, parfait. Bon, d'accord. Ouais. Bon, je vais raccourcir alors mon propos s'il y a des problèmes de connexion. Ce que je disais simplement, c'est des enjeux de stratégie sur des marchés où, pour l'instant, les assureurs sont très peu différenciés, c'est-à-dire l'assuré ivoirien moyen, il ne fait pas de différence entre les compagnies d'assurance en termes de qualité de service. Donc, il est plutôt attiré par le tarif le moins cher. Donc, c'est un enjeu qu'on doit intégrer avec des questions de marketing quand on aborde les questions de tarification, quand on aborde la façon de concevoir le produit. L'autre élément, c'est le fait qu'on parlait tout à l'heure d'effet de rattrapage. Il y a beaucoup d'initiatives de plus en plus sur les marchés en zone subsaharienne, en zone d'Afrique subsaharienne, qui probablement, en tout cas j'en suis très convaincu, vont nous permettre de faire un gap, un bond énorme. J'ai évoqué tout à l'heure la digitalisation
la dématérialisation des attestations. Mais je pense que pour que tout ça puisse se transformer à la fois en produits de plus en plus intéressants pour les usagers, mais aussi en produits rentables pour les compagnies d'assurance, on a énormément besoin de plus en plus de compétences sous nos tropiques. Donc, je vais profiter des 120, 130 personnes qui sont connectées. S'il y a de plus en plus de gens dans le groupe qui se posent la question de rejoindre les marchés africains, je vous invite. Je pense qu'il y a énormément de choses intéressantes à faire et vous viendrez aussi contribuer au développement du marché. Sur ce, j'aimerais m'arrêter sur ces mots-là. Brahim, tu veux prendre la parole? Oui, en fait, déjà, moi, je pense et je suis convaincu que l'avenir, ça va être la donnée. Et comme tu as dit, moi, j'invite tout le monde à ne pas être trop stressé par les contraintes commerciales, mais de faire les expériences, que ce soit en pilote ou général, parce que même s'il n'y a pas un aboutissement commercial en termes de succès, en fait, on apprend beaucoup de choses et ça nous pousse à revoir notre façon de récupération des données et donc à structurer notre système qui, si ce n'est pas efficace aujourd'hui, il le sera demain. Très bien. Il y a quelques questions. Une question sur les variables, la suppression ou l'interdiction des variables discriminantes ou plutôt discriminatoires. C'est tout un chapitre. Ça a démarré dans les années 70 en Californie où les utilisateurs ils ont gagné une bataille juridique. Ça s'appelait à l'époque la Révolution californienne. C'est-à-dire que les habitants de la banlieue, notamment la population noire, n'arrivaient plus à trouver d'assureurs parce que le prêt était tellement cher qu'ils n'arrivaient plus à trouver. Et ils ont gagné une bataille juridique et qui consistait à interdire l'utilisation de l'adresse dans la tarification. Je pense que depuis, ils avaient reperdu. Mais voilà, ça a continué aussi en Europe à un moment donné avec des associations qui plaidaient pour l'interdiction d'utilisation de certaines variables, notamment le sexe dans l'assurance santé. Maintenant, c'est interdit. Voilà, donc on peut… ce mouvement-là, c'est la contrebalance d'une segmentation à outrance. C'est-à-dire essayer d'utiliser plein de variables, ça revient à utiliser des variables qui peuvent être discriminatoires. Donc, et la contrebalance, c'est l'interdiction par la loi d'utilisation de certaines variables. Voilà, donc c'est… En fait, la segmentation à outrance, parfois, elle peut avoir comme intérêt la différenciation et non pas forcément l'acquisition de parts de marché. C'est-à-dire en ajoutant pas beaucoup de critères, on devient difficilement copiable. Exactement, exactement. C'est pas s'il n'y a pas d'autres questions. Samuel, je propose d'arrêter là. Très bien. Et de remercier un peu tout le monde de leur participation. Merci aussi aux intervenants, c'était très intéressant, mais je pense qu'on a de la matière de quoi faire 2 autres tables rien que sur la tarification automobile. Et Absolument. tout ça, on a tenu 1h30 sans même parler de modélisation technique. Et je sais que les gens actuels qui nous écoutent, leur problème, c'est « Ah oui, mais combien j'ai que 50 données dans le cas, est-ce que c'est suffisant? À quelle barre je mets mon écrêtement? Comment va être mon tarif à la sortie? Est-ce qu'il va être plat ou… » Voilà, donc, mais tout ça, c'est des problématiques que vous allez rencontrer ou que vous rencontrez en mettant la main dans le cambouis, en y allant. Donc, il ne faut pas hésiter, il faut y aller. Et vous n'allez pas vous tromper car vous allez tester. Vous allez apprendre en marchant. Merci à tous et rendez-vous demain soir pour la dernière soirée du colloque francophone sur le thème de l'intelligence artificielle et de l'éthique artificielle. Donc, bonne soirée et merci à toutes et à tous.